de notre pays. Germain Aïdjo représente la méchanceté de Paul Biya, l'inhumanité de Paul Biya. Parce que Germain Aïdjo préparait ses bons petits repas pour Paul Biya. Mais Germain Aïdjo aussi nous apporte une autre leçon de vie. Parfois, il faut écouter votre femme, même quand vous êtes un chef d'État. Germain Aïdjo a été la seule à pouvoir identifier, analyser que Paul Biya allait amener le Cameroun non seulement dans une crise politique, économique, mais aussi le tribalisme. Juste au moment où Amadou Aïdjo décide de créer un décret où il change la constitution en disant que ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui va succéder au chef de l'État en cas de vacance du pouvoir, mais que ce sera plutôt le Premier ministre, Germain Aïdjo, va se lever en pleine nuit et va lui dire, chérie, j'ai l'impression que c'est vrai que je ne suis pas ton épouse qui a épousé le Cameroun, mais as-tu bien réfléchi? Pourquoi n'as-tu pas choisi Victor Aïssimbodo, qui était ministre de l'administration territoriale, charismatique, et qui était fidèle à toi? Pourquoi ne veux-tu pas choisir Samuel Eboua? Amadou Aïdjo va lui répondre que pour le cas de Samuel Eboua, ce n'est pas possible parce qu'il n'aime pas les Bamileke. Il risque de créer le schisme, la division dans ce pays. Le cas Chidi Achou, qui était aussi dans les box, il va dire, c'est un anglophone, il n'a pas beaucoup de personnalité, il est manipulable. Puis, il va dire, Aïssimbodo est un peu orgueilleux et risque de conduire le Cameroun dans la guerre civile. Germain Aïdjo, qu'il faut-il le dire, avait épousé son mari le 17 août 1957 et qui avait connu une formation d'infirmière et avait suivi des cours de psychologie, avait dit, mon mari, je crois que tu as fait une mauvaise lecture en disant que c'est Paul Biya qui te paraît trop calme et qui paraît l'homme de la situation. Pour Amadou Aïdjo, il avait dit à son épouse que pourquoi j'ai choisi Biya, c'est parce qu'il est du Sud, dont les Boulous sont peu nombreux. Il n'y aura pas de guerre des tribus. Et au-delà de ça, Amadou Aïdjo savait pertinemment que en 1975, alors que Paul Biya était Premier ministre, Aïssimbodo, ministre de l'administration territoriale, que Aïssimbodo avait giflé Paul Biya et que Paul Biya n'avait pas réagi, il avait dit à sa femme, je sais que lui, il peut encaisser, parce que même quand il était au séminaire, dans l'enquête, on m'a dit qu'on l'appelait mademoiselle. Mais néanmoins, Germain Aïdjo ne sera pas convaincu en lui disant, je trouve qu'il est beaucoup hypocrite et que peut-être nous finirons notre vie hors de ce Cameroun.
Ahidjo était décidé à quitter le pouvoir. D'autant plus que Mitterrand était aussi arrivé. Et quand Ahidjo a eu à quitter le pouvoir, contrairement à ce qu'on vous dit, qu'il voulait être au-dessus de l'État avec le parti, Paul Biya n'était même pas militant de l'UNC, le parti d'Ahidjo. C'est Ahidjo qui, la veille de sa démission, met Paul Biya comme membre du comité central de l'UNC. C'est la veille de sa démission qu'il nomme Paul Biya également vice-président de l'UNC en disant que si jamais il empêchait, tout revient à Paul Biya. Et c'est d'ailleurs ça qu'il explique en 1984 à Paris. Que mais si je ne voulais pas de Paul Biya, il me suffisait tout simplement, à la veille de ma démission, de nommer un nouveau Premier ministre. À la veille de ma démission, il me fallait tout juste changer la Constitution puisque toute l'Assemblée était à mes pieds. À la veille de ma démission, puisque Paul Biya n'avait jamais été conseiller municipal, j'aurais choisi n'importe qui. Mais j'ai cru que lui, il allait plutôt devenir le ciment de la nation. Il a reconnu qu'il s'était trompé. Le 19 juillet 1983, Amadou Ahidjo quitte le Cameroun à travers le vol Cameroun Airlines comme monsieur tout le monde. Un vol commercial. Biya s'installe dans ce qu'on peut dire le style Amoubelinga. La désinformation, la diffamation en utilisant la télévision. C'est comme ça qu'on va faire croire aux Camerounais qu'Amadou Ahidjo avait voyagé avec 4 tonnes de richesses, dont l'or, le diamant, alors que le Cameroun n'avait même pas encore un gramme d'or, ni de diamants, qu'il a détourné. Pourtant, c'était un vol commercial, ce n'était pas un jet privé. On va faire croire aux Camerounais qu'Ahidjo faisait la fausse monnaie, que c'est pour ça qu'il vivait bien. Donc Ahidjo achetait les avions avec la fausse monnaie. Il achetait les bateaux chez les Blancs avec la fausse monnaie. Il investissait avec la fausse monnaie. Mais si c'était donc le cas, pourquoi Biya, lui, il ne fait donc pas la fausse monnaie pour que les Camerounais vivent bien? Après, on va dire que Ahidjo avait détourné de l'argent alors que c'est Paul Biya en tant que Premier ministre qui gérait et qui surveillait toutes les banques et toutes les entreprises selon les missions qui lui avaient été assignées par Amadou Ahidjo. C'est Amadou Ahidjo, lorsqu'il est déjà parti et qu'il est déjà en exil parce que Paul Biya le fait condamner par contumace, va entendre que son beau Cameroun, qui avait des réserves, non seulement à la BICIC, les réserves pétrolières, mais aussi des réserves au niveau de la BNP ici à Paris, sans pour autant oublier 1 milliard qui était stocké pour l'État du Cameroun dans la banque Morgan. Biya va prendre ça, il va tout bousiller. Et puis, Amadou Ahidjo va apprendre par RFI que le Cameroun vient d'entrer au FMI pour mendier de l'argent. Il va se mettre dans un état terrible, d'autant plus que sa femme est là pour lui dire: chérie, qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà comment est-ce que, entrer dans une colère noire, Amadou Ahidjo, qui était la fierté de l'Afrique noire, parce que le Cameroun avait le meilleur indice social, le meilleur salaire,
va tomber dans sa baignoire, dans sa salle de bain, en 89, plus précisément en janvier. Il est paralysé. Le 30 novembre 1989, Amadou Ahidjo meurt chez lui de crise cardiaque à 17h30. Le président sénégalais, Abdou Diouf, va appeler Paul Biya pour lui dire « Ahidjo vient de mourir. Que fait-on du cadavre ?» Il dit « Je vais te rappeler. » Il n'a plus jamais rappelé et pris le téléphone. Les autorités sénégalaises vont contacter Zinsou, qui était considéré comme un sage, pour contacter Biya par rapport à la dépouille d'Ahidjo. Biya n'a jamais accepté que le corps de celui qui lui a donné le pouvoir puisse rentrer au Cameroun. Et c'est ainsi qu'Ahidjo est inhumé au cimetière de Yoff, sans un représentant de l'ambassade du Cameroun, sans un seul ministre, sans une seule lettre de condoléances. Depuis là, sa femme s'est battue pour que le corps de son mari, premier président du Cameroun indépendant, puisse venir se reposer sur la terre de ses ancêtres. Jamais Biya n'a accepté, prétextant que c'était une affaire familiale. Un chef d'État devient une affaire familiale? Bien plus! Germaine Ahidjo n'avait pas de passeport. Son passeport était périmé. Comment elle pouvait donc venir au Cameroun avec le corps de son mari? La pension alimentaire qui est octroyée à toute première dame. Pendant 32 ans, elle n'a pas eu un centime. La maison familiale a été pillée, saccagée. Toutes sortes d'effigies concernant Amadou Ahidjo a été effacée. Son épouse est décédée. C'est Macky Sall. Parce qu'elle-même aussi, elle était déjà paralysée. C'est Macky Sall qui appelait la famille, consolait, essayait d'organiser. Ce sont les Sénégalais qui ont enterré le président Amadou Ahidjo, la première dame Germaine Ahidjo. Peut-on être méchant envers celui qui vous a donné le pouvoir et qui ne vous a pas tué? Peut-on être méchant envers quelqu'un qui est déjà mort, un cadavre? Un cadavre? Connaissez-vous les grandes figures de la lutte des indépendances du Cameroun qui sont décédées à l'étranger? Donc Biya n'a jamais demandé que leur corps revienne au pays. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a le calme. Ce que vous faites à autrui va vous arriver. Biya envisage mourir au pouvoir. Il aura tous les honneurs
sa tombe aura-t-elle les honneurs? Sa femme, qui croit diriger le Cameroun avec Ngongo, aura-t-elle des possibilités d'être idolâtrée? Leurs tombes ne seront-elles pas saccagées? Leurs maisons ne seront-elles pas pillées? Leur mémoire ne sera-t-elle pas humiliée? Méchanceté gratuite. Jeanne Irène s'en va retrouver son mari dans un tout petit cercueil. Même pas de carreau en bas. Dedans, tout est joué. Cela doit aussi nous rappeler, à chacun d'entre nous, ce qui nous attend demain. Soyez chef d'État, soyez général, soyez maréchal. Tout ça, tout ce que nous avons là, c'est de la chair pour asticot. Là, dans les 2 mètres, nul n'est chef d'État. Là en bas, il n'y a pas de son Excellence Paul Biya. Là en bas, il n'y aura plus les honneurs de Madame Chantal Biya devant laquelle tout le monde courbe les chines. Les chèvres, les boucs viendront monter sur leur tombe, vont verser les crottes. Des fous vont abriter, vont venir construire leur abri là. Le marbre qu'on aurait déposé sur cette tombe sera décapé et revendu. Les tôles seront enlevées. Je vous le dis en vérité, ce n'est pas une prophétie de Malaki, mais c'est ça la vie. Vous avez vu Mobutu? Vous avez vu Bokassa? Sachez que Biya, il passera. Sachez que on peut paraître fort, on peut avoir la meilleure armée, et puis au moment où on croit même qu'on dirige le monde entier, que tout le peuple est à genoux, que tous les tapis rouges vous amènent vers le sommet, bam, ça s'arrête. Comme ce fut le cas d'Idriss Déby, qu'il fut débile de se procurer de cette toge de maréchal, empereur, grand président, éternel. Après les élections truquées du 11 avril 2021, ne voyait-il pas écraser tout son peuple, tous les opposants? N'avait-il pas réduit tous les journalistes en exil? Ne se moquait-il pas de la rébellion? N'était-il pas monté dans l'avion? Parce que lui-même, un grand pilote, il disait qu'il allait en face pilonner l'ennemi, revenir en se tapant le torse, que oui, j'ai vaincu. Où est Idriss Déby aujourd'hui? Idriss Déby, vous avez vu son cadavre défiler sur des réseaux sociaux, tout nu, plus de tenue d'apparat, plus de salut chef, plus de garde à vous, plus rien. C'est fini. Parce que lui croyait que son peuple était des moutons. Mais ce qui, parce qu'il avait, au lieu de faire que son peuple puisse avoir un niveau de vie décent,
il avait plutôt préféré réduire son peuple en mendiant loqueteux, en s'achetant uniquement avec l'argent du pétrole, les armes, pour qu'il devienne le plus grand soldat de l'Afrique, pour qu'il soit celui qui protège toutes les frontières, pour qu'il soit le représentant de la France-Afrique, pour que ce soit lui qui aille faire la guerre dans toutes les frontières, et partout la France l'envoyait. Mais aujourd'hui, on dit que c'est la même France qui l'a tué, qui l'a abandonné. Oui, parce que la France peut-être l'a soutenu. Que ce soit en 2008, que ce soit en 2019 encore. Mais, faut-il savoir, comme le disait De Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Idriss Déby, tombé comme un vieux fruit. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toute cette grande armée? Mais qu'est-ce qui... Celui qu'il voyait comme étant tout petit. Parce que comme je dis souvent, le peuple, c'est comme des fourmis. Les fourmis peuvent attaquer un lion et le tuer. Mahamad Mahdi, quand il a lancé l'offensive contre Idriss Déby, tout le monde a ri. Parce que Mahamad Mahdi est celui-là qui dirigeait ou qui dirige les FAP, c'est-à-dire le Front pour l'alternance et la concordance pour le Tchad. On ne le voyait pas arriver à ce niveau, terroriser la puissante armée de Déby. Mais il y arrive. Il s'est réfugié en Libye. Et comme je vous disais, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. La même France qui a formé Déby pour aller enlever Goukouni Ouadé, c'est la même France qui a formé Mahamad Mahdi. Ici, en 89, et il est parti. Lorsque Idriss Déby s'est attaqué à sa tribu, comme Biya s'attaque aux anglophones, et Idriss Déby s'est attaqué au Goran, il est entré dans la rébellion. Ils se sont réfugiés vers Tibesti, vers le sud de la Libye. Et c'est la France qui avait détruit la Libye. Et c'est là-bas où la rébellion s'est formée. C'est là-bas où ils ont eu les armes. Parce qu'en détruisant Kadhafi et la Libye, eh bien, ça a permis à d'autres de se ravitailler dans cette usine qui est devenue l'usine de grandes armes et de trafic. Ils sont partis de là. Selon les radars américains et les satellites qui les voyaient avancer, ils n'étaient à peine. Ils ne sont à peine que 1000. Maximum 1500. Ils ont en tout et pour tout entre 100 et 150 véhicules. Mais ils ont abattu avec leurs armes sophistiquées les avions d'Idriss Déby. Aujourd'hui, eux qui voulaient rester à Kanem, ils disent qu'ils vont partir en Djamena. Emmanuel Macron a couru au Tchad pour aller assister à l'enterrement, à l'inhumation de l'invincible Idriss Déby. Et puis, comme la France, il a apporté l'onction au petit Déby de 37 ans, Mahamad Déby. Puisque c'est la dynastie, et puisque tant qu'on peut utiliser ces petits-là comme des petits pions, pas le pouce-pion, dont Mme Belinga me dit que je jouais le pouce-pion, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est lui qui jouait ça à Dingala. Voilà le petit Déby, qui est donc installé par la France. Terre des droits de l'homme, terre de démocratie.
démocratie qui est en train de valider un coup d'État. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Le Tchad d'aujourd'hui, j'en parle parce que ça va arriver au Cameroun. Parce que le Tchad est ce qu'on peut dire le fusible qui faisait de telle sorte que entre la République centrafricaine, entre le Cameroun, une sorte de digue. Mais ça vient de sauter. Et Emmanuel Macron accourt pour venir là. Parce que c'est des intérêts stratégiques, géopolitiques importantissimes. Mais ce n'est pas en mettant des pions à la solde de l'ancien empire colonial que nous allons être libérés, de le contraire. Parce qu'aujourd'hui, l'armée tchadienne est divisée. D'autant plus que la constitution a été piétinée. La constitution du 14 décembre 2020 dit dans son article 20 qu'en cas de vacances de la présidence de la République, eh bien, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et si le président de l'Assemblée nationale est empêché, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Et selon l'article 87, l'élection doit être organisée au plus tôt dans les 45 jours, au plus tard dans les 90 jours. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Emmanuel Macron et Paul Biya sont les premiers à valider le conseil militaire de transition. C'est écrit où dans la constitution du Tchad qu'il y a un conseil militaire de transition avec l'office en tête qui doit reprendre le pouvoir. Paul Biya est le premier à aller faire ça. Et les Biyamounais, demain ou après-demain, vont combattre les Ambazoniens. Les coups d'État. Donc si quelqu'un, un militaire, fait un coup d'État là, ce qui suffit, ça dit aux militaires camerounais, faites un coup d'État contre Paul Biya. Faites un coup d'État. Paul Biya vient de valider le coup d'État au Tchad avec Macron. Vous aussi faites un coup d'État, Macron va valider. C'est ça le message. Quand on crache en l'air, ça vous retombe sur la face. Et voilà comment est-ce que nous, quand nous voyons cela, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, nous devons savoir que c'est risque d'arriver chez nous. Ça s'est passé au Mali. Vous avez vu les militaires renverser Ibeka. La France, en août 2020, a dit non, on ne lève pas et tout. Il faut un civil. Par la suite, il y a toujours un militaire derrière. Mais ce qui se passe au Tchad aussi, il faut savoir que c'est une lutte d'intérêt. Parce que c'est le golfe de Guinée. Il y a à côté la Russie. Parce que l'Afrique, c'est un gâteau. Le golfe de Guinée, notre pays représente la richesse. Les débits, les Paul Biya, les Bongo, ils n'ont jamais travaillé pour le peuple africain. Comment voulez-vous comprendre que nous soyons dans la pauvreté? Parce que tant qu'ils travaillent pour la métropole, eh bien ça va. Ils disent qu'ils sont les meilleurs élèves de la France et des puissances impérialistes. Mais les ignorants prétendent que c'est eux qui aiment le pays. L'Afrique représente 90% de certaines richesses, comme le platine. L'Afrique, où on veut s'installer, représente 76% des réserves mondiales de manganèse. L'Afrique, là où ils sont en train de s'installer, représente 73% des réserves mondiales de diamants. L'Afrique, là où ils sont en train de s'installer, représente
tenez-vous tranquille, 40% de réserves d'or. L'Afrique, là ils sont en train de s'installer, représente 72% de réserves de cobalt. L'Afrique, là ils sont en train de s'installer, représente 90% des réserves mondiales d'uranium. Mais l'Afrique est dans l'obscurité. À cause de ces dirigeants qui ne vous ont jamais aimé. Ce qui se passe au Tchad devrait forcément interpeller ceux des panafricanistes pour demander qu'il y ait enfin un changement. Le changement est en train d'arriver au Cameroun. Sachez-le. Il y a déjà le MLC, le mouvement de libération pour le Cameroun. Paul Biya prétend combattre ce mouvement. Qui a renversé Déby? C'est un mouvement de libération. Et qui va renverser le fils de Déby dans les prochains jours, les prochains mois? C'est toujours des mouvements de libération. Parce que quand vous voyez ce qu'on appelle le FAC, ce n'est pas tout. Il y a 4 mouvements de libération, de rébellion au niveau du nord du Tchad, donc du sud de la Libye, qui sont en train de fusionner, qui voulaient juste rester à Canem, mais qui se rendent compte que la France est en train de replacer un pion. Et ils ont dit qu'ils vont sauter sur N'Djamena. Les populations tchadiennes seront obligées de quitter le Tchad pour venir se réfugier où? Au Cameroun. Rien qu'à Yaoundé, il y a déjà 2000 Centrafricains qui sont réfugiés, parmi lesquels il y a les terroristes. Ils sont à Sibalem, ils sont à Olembe, ils sont partout. C'est eux-mêmes qui déclarent qu'ils sont 2000, rien qu'à Yaoundé. Les Tchadiens vont affluer. Boko Haram est de l'autre côté. Le mouvement de libération pour le Cameroun est en train de s'organiser puisqu'ils ont dit qu'ils vont sauter sur Yaoundé. Sans pourtant oublier que de l'autre côté, au nord-ouest, au sud-ouest, il y a les Ambazoniens. Le Cameroun n'a plus d'argent. L'État du Cameroun est en faillite puisque Paul Biya a engagé une guerre qui ne peut pas tenir. Et celui qui était là pour lui apporter le secours dans la lutte contre Boko Haram, il est tombé, Idriss Déby. Qu'est-ce qui va se passer? Paul Biya disait, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. En réalité, il fallait qu'il vous dise ces derniers temps, tant que Idriss Déby vit, le Cameroun vit. Avec la mort de Déby, c'est une autre carte qui maintenant est en train de se jouer. Et pour cela, je pourrais vous dire que beaucoup aujourd'hui ne savent pas là où va le Cameroun, mais le Cameroun est presque dans un cercueil.